Donc, vous voyez, c'est en fait véritablement cette glande-là, la prostate, qui sécrète cette protéine-là, qui joue presque le rôle de la glaire chez la femme. C'est ça. Mais il y a une infime partie qu'on retrouve aussi dans le sang. Mais la grande partie, c'est dans le sperme qu'on le retrouve, mais il y a une partie qu'on retrouve dans le sang. Donc, vous voyez, et vous devez comprendre avec moi que lorsque vous avez des problèmes pour vider votre vésicule séminale, lorsque vous avez des problèmes d'infection de la prostate, des voies urinaires et autres, lorsque vous vous masturbez souvent et autres, ce truc augmente. Et lorsque la prostate grossit, ce truc augmente. C'est pour ça, en fait, ce qu'on utilise dans le dépistage du cancer de la prostate, le PSA, à l'origine, n'était pas pour le cancer. C'était juste pour voir si la prostate produit trop ou a trop grossi. Je reprends cette partie pour que vous compreniez très bien. Cette protéine qui est sécrétée pour aider les spermatozoïdes à être bien, augmente lorsque la taille de la prostate augmente. Donc, quand la prostate en produit trop, on en trouve aussi trop dans le sang. Mais on a constaté que lors des infections urinaires, dans l'abstinence, dans les masturbations et que sais-je, dans d'autres infections, non seulement lorsque la prostate grossit, le PSA augmente. Et on a trouvé que entre 2,5 nanogrammes et 6,5 nanogrammes, c'était les normes dans toutes ces infections et autres. Donc, ce n'est pas spécifiquement pour le cancer. Et à l'origine, on l'utilise seulement pour diagnostiquer l'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. Pardon, à ne pas confondre avec HBP en anglais qui veut dire High Blood Pressure. Non, ça dit hypertension. Ici, HBP veut dire hypertrophie bénigne de la prostate. Ce n'est pas le cancer de la prostate, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire la prostate qui grossit, soit dans une infection, soit lors d'une tumeur. La prostate qui grossit, le PSA était utilisé pour reconnaître que la prostate a grossi. Ce que les Anglais appellent prostate enlargement, c'est-à-dire l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est pourquoi je vous dis HBP, ne confondez pas ça avec l'hypertension artérielle en anglais qui veut dire High Blood Pressure. Non. Donc vous voyez, le PSA à l'origine et jusqu'aujourd'hui, c'est quand la prostate grossit. Et la prostate peut grossir quand il y a une tumeur, ça peut grossir quand il y a une infection, mais lorsqu'il y a une infection urinaire aussi, lorsque les gens se masturbent, lorsque les gens font de l'abstinence, ce PSA, cette protéine-là, augmente dans le sang. Vous voyez le décor? C'est pas pour rechercher originellement le cancer de la prostate. Mais des malins génies d'urologues et autres se sont réunis pour dire qu'on a constaté que au-delà de 4 nanogrammes, qui est dans les normes, au-delà de 4 nanogrammes,
c'est-à-dire un peu supérieur à 4 nanogrammes, les gens, certains ont un cancer de la prostate. Et par quelle alchimie, on ne sait pas. Voilà comment on a décidé d'imposer le PSA comme élément annonciateur du cancer de la prostate. C'est-à-dire un élément prémonitoire du cancer de la prostate. J'espère que vous me suivez correctement. Le PSA à l'origine, c'est pour l'adénome de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est ce qu'on appelle l'adénome de la prostate. Mais on a dévoyé son origine pour le prêter à être l'élément de suspicion de cancer de la prostate. Et on décide, étant donné que c'est facile à faire, il suffit de faire un prélèvement de sang, on décide de l'imposer pour rechercher, supposément, les cancers de la prostate. J'espère que vous me suivez jusque-là. Oui, si quelqu'un n'a pas compris mon développement jusqu'ici, qu'il pose des questions parce que je vais aller par gradation pour que vous voyez l'arnaque, que vous compreniez que on nous mène en bateau. Comme dans la mammographie. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas les explications de Dr Jean-Paul Amégan? Si vous ne comprenez pas... Posez les questions, je vais vous répondre. Je vois un âne qui écrit n'importe quoi. Il n'a pas sa place ici. Il peut lancer l'invitation pour venir. Il lance l'invitation qu'il vienne. Oui. C'est un âne. Monsieur Simon, envoyez votre invitation et puis on va régler ça. Mondovision. Oui, on règle ça tout de suite. Monsieur Simon, venez. Mondovision. Qu'il vienne à Mondovision. Comme moi. Oui. Monsieur Simon, vous êtes là? On vous attend, venez, parce que nous, on n'a pas le temps à perdre. Là. Venez, on règle ça rapidement et puis nous, on continue. C'est facile de se cacher derrière un clavier et écrire des âneries. Venez. Oui, envoyez votre invitation. Vous dites que vous avez eu une hypertrophie, un cancer. Visiblement, vous en réjouissez. Envoyez l'invitation et puis on parle là, rapidement. Il n'est pas là. Docteur, on peut continuer. Il n'est pas là, il ose dire que c'est du n'importe quoi. Des pleutres comme ça. On appelle ça des pleutres. Ou bien des... Je ne dirais pas... Oui, c'est des pleutres. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas comment on envoie une invitation, une demande pour qu'on vous monte, regardez en bas, à côté donc de la barre de saisie, vous voyez une petite tête, il y a votre micro et vous avez deux petites têtes ensemble là. Vous cliquez dessus et vous envoyez votre invitation. Docteur, on peut y aller. On peut continuer. Bon. Donc, vous voyez, en gros, c'est fait pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est à l'origine. Le docteur Ablin l'a même dit, son truc n'a jamais été pour détecter un cancer. Maintenant, on a dévoyé sa trouvaille qui originellement était pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et je vous ai dit, une infection urinaire fait augmenter le PSA. La masturbation fait augmenter le PSA. L'abstinence aussi fait augmenter le PSA. Et ça, c'est des choses avérées, avec preuve à l'appui. Donc, ce n'est pas spécifiquement pour un cancer de la prostate. Mais chaque fois que la prostate a des raisons de grossir, le PSA augmente. Et
vous voyez, la science n'a pas besoin de consensus. La science est vérité et s'impose. On a trouvé qu'entre 2,5 et 6,5, les gens normaux sont dans cette gamme-là. Mais entre-temps, ils ont dit pas consensus. Après 4, on a trouvé que des gens ont des cancers. Donc, on l'a imposé pour rechercher un cancer, ce qui n'est pas vrai. Et je vais plus loin. Maintenant, quand on veut faire une analyse, pour trouver une maladie, je vous ai dit, il faut qu'on connaisse la cause de la maladie. Du moins, que l'analyse qui diagnostique la maladie soit fiable, c'est-à-dire 100% sûre, sensible et spécifique. Qu'il n'y ait pas de faux positifs. Malheureusement, le PSA n'est pas spécifique. Le PSA ne reconnaît pas absolument un cancer de la prostate. Et c'est pour ça, lorsqu'on voit que c'est élevé chez vous, on vous envoie faire une biopsie, comme la mammographie au niveau du sein. C'est la même chose qu'on fait au niveau de la prostate. On vous enfarine et puis on vous envoie faire une biopsie parce qu'il est raconté que le diagnostic est pathologiste ou bien anatomo-cytopathologique. C'est ce qui est enseigné, c'est ce qui est dit, c'est ce qui a pignon sur rue. C'est ce qu'on fait croire à nous, médecins, aux étudiants en médecine et à la masse que lorsque le PSA est élevé, il faut faire une biopsie et donc c'est l'anapathe qui va découvrir le cancer. Vous voyez, le PSA, ils savent que ce n'est pas fiable. Et je vous ai dit, dans une maladie, il faut toujours chercher le nombre de patients à soumettre à la maladie pour sauver une personne. C'est incalculable. C'est pire même que la mammographie. Par contre, lorsqu'on vous envoie faire une biopsie maladroitement, les conséquences de la biopsie, comme des infections à germes résistants, les complications après sont ingérables et dangereuses. Je précise, on fait une analyse qui ne reconnaît pas la maladie, qui entraîne d'autres analyses, qui ont des conséquences graves sur le sujet. Vous voyez, on nous ment, véritablement. Le NPT, c'est-à-dire le nombre de patients à soumettre au PSA pour sauver une vie, incalculable. Par contre, puisque le PSA élevé entraîne obligatoirement une biopsie, où la plupart du temps, il n'y a rien, ou bien on trouve de faux cancers de la prostate, comme dans le cas du sein, c'est-à-dire le carcinome canalaire in situ, ou bien le carcinome intracanalaire que le docteur Laura Esserman a rebaptisé en tumeur épithéliale indolente. Il y a la même chose pour la prostate, parce que la personne va mourir avec, s'il y a un cancer, la personne va mourir avec son cancer, mais pas de son cancer. Et ils ont décidé aussi de les appeler des tumeurs indolentes de la prostate, parce qu'il y a un grand nombre qu'on croit être un cancer, un grand nombre qu'on croit être un cancer, mais infime par rapport au nombre de gens qu'on soumet à la biopsie et qui, normalement, ne devaient pas être soignés ou opérés ou avoir une chimiothérapie, une radiothérapie qui ne donne rien. Vous voyez?
le PSA, autour de 80 ans, un homme sur deux aura un PSA élevé, ce qui est normal. Mais dans les 1 sur 2, là, lorsqu'on envoie faire la biopsie, environ 1% ont un cancer avéré. Et aucun traitement véritable ne sauve ces gens-là. Pour une maladie qui va très lentement, dont on n'a pas de traitement véritable, dont le diagnostic n'est pas certain. Anatomopathologiquement, je vous ai dit, c'est un leurre. Est-ce qu'honnêtement, franchement, on a besoin de traumatiser les gens, de dépister les gens pour ça? Parce que, par hasard, un PSA dans un bilan peut-être systématique, c'est ce qu'on fait maintenant. Quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui va voir un médecin, et même si c'est pour un certificat, il lui demande le PSA pour voir. Et dès qu'on trouve le PSA qui est élevé, allez, la batterie suit. Biopsie, qu'on sort. Oh, la biopsie, je vous ai dit, la biopsie, tous ceux qui ont été biopsiés, même qui n'ont pas eu de cancer, lorsqu'on te fait la biopsie, tu vas faire des infections à germes très résistants qui peuvent avoir des complications qui sont largement suffisantes pour te tuer. Plus rapidement que le cancer. Ou bien aussi rapidement qu'un cancer découvert longtemps après. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. Vous répondrez avec le développement que je fais. Vous répondrez. Je vous le dis toujours. Soyez curieux, fouillez, posez des questions, cherchez. Les études sont là, les dossiers sont là. Sur Google, vous avez tout, vous avez accès à tout. Seulement, il faut avoir l'esprit critique pour analyser, pas avoir l'esprit de critique comme celui qui a mis n'importe quoi et qui a joué au pleutre. Ou bien au cloporte. Vous savez ce qu'on appelle cloporte? Quand vous allez à la plage, il y a des trucs comme des escargots qui sortent. Dès que vous voulez les toucher, ils fuient, ils rentrent dedans. C'est les cloportes, ça. Ou bien au pleutre. Pleutre, c'est des gens qui font du bruit et quand on les invite, ils fuient. Ils n'ont pas le cran nécessaire pour affronter ce qu'ils supposent savoir. Donc, vous voyez, le PSA ne sert à rien. Seulement, ça incite à faire une biopsie de la prostate qui est aussi dangereuse dans ses conséquences que la maladie elle-même. Sinon, c'est de découvrir des cancers qui jamais ne tueraient la personne, c'est-à-dire des tumeurs indolentes, mais les complications de cette biopsie sont énormes. Vous imaginez que même si on sonde quelqu'un, on met un tuyau pour une opération, on met un tuyau dans son pénis, dans la vessie pour une opération, ça suffit pour augmenter le PSA. Vous voyez à peu près, il y a tout et tout qui peuvent entraîner une augmentation du PSA qui entraîne une biopsie. Pour trouver des cancers, qu'on vous dit, quand on découvre tôt, on guérit. C'est du n'importe quoi. C'est peut-être amener les gens à se faire enlever la prostate, ce qu'on appelle une prostatectomie, avec toutes les complications que cela suppose après. Les problèmes d'impuissance, les problèmes du couple et tout le consort possible. Vous allez dire, parce qu'il y a un cancer, il faut que ce soit avéré. Ce n'est pas vrai. Donc, vous voyez, on ne peut pas aller chercher une maladie qu'on ne guérit pas. Et je vous le dis, le cancer de la prostate ne se guérit pas. Du moins, avec les méthodes proposées par la médecine, c'est que du blablabla. Les statistiques qu'on donne, c'est même qu'on donne dans les cancers du sein. C'est la même chose.
on nous emberlificote, c'est tout. Alors, docteur, pas vous arrêter dans votre élan. Il y a des gens qui souhaitent poser des questions à ce Allez-y. stade. Avant de monter les personnes qui ont fait la demande, il y a un auditeur qui dit, alors, s'il vous plaît, docteur, si l'abstinence peut élever le PSA, alors les moines auront tous ce mal. Mais vous avez compris, la plupart des moines ont ces problèmes-là. Et d'ailleurs, regardez les affiches de Novembre Bleu. On vous dit de faire au moins les rapports 21 fois le mois. C'est-à-dire vider les vésicules séminales 21 fois le mois. Vous voyez ce que ça veut dire? Vider 21 fois le mois. Ça en dit tout. Vous voyez, je peux vous montrer, j'espère que j'ai l'image, je peux vous montrer la chose. Saint-Éric, je t'ai envoyé une image aujourd'hui, lisez ce qui est en bas. Vous allez voir. Il faut faire l'amour 21 fois au moins. Oui, mais est-ce que c'est forcément de l'amour qu'il faut faire? Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de la masturbation. Ah! Vous avez compris. La masturbation aussi, on a constaté que ça augmente le PSA. Non, je vous dis des choses pour que vous puissiez réfléchir par vous-même. Donc, vous voyez, je vous ai envoyé une image. Alors, sur l'image Novembre Bleu, oui, ils ont écrit... quelque chose qui est écrit en bas. Oui, bien sûr. Ils ont écrit il faut éjaculer 21 fois par mois pour réduire le risque de cancer de la prostate. Vous comprenez. Donc, la personne qui pose la question des moines, la réponse est là. Vous voyez comment ils traficotent le truc au lieu de vous dire la vérité. Vous comprenez. Pour les femmes, il faut têter. Vous voyez? Mais pour nous, là, ça, là, il faut vider. Je vous dis des choses qui sont des messages subliminaux que même ceux qui vous enfarinent disent sans avoir les détails que je vous donne. Vous voyez? Et Dieu sait combien de fois les prêtres, les moines souffrent de ces choses-là. Dieu sait, je suis médecin, j'en ai conscience. Vous voyez un peu? Hein? Saint-Éric, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, mais la vérité est là devant vous. Oui. Et on ne veut pas dire la vérité aux gens, on veut exploiter leur ignorance, leur inculture. Comme cette âme-là qui vient de passer. Excusez-moi d'insister. Ou peut-être, on lui a dit qu'on lui a trouvé un cancer supposé, on a enlevé la prostate, il va bien. Des histoires. Des histoires. Je dis bien des histoires. Vous voyez? Donc, une maladie qui vient avec l'âge, qui vient tardivement, mais dont les explorations, la biopsie, même au cas où on fait ce qu'on appelle les tirs, c'est-à-dire la biopsie à l'aiguille. Les tirs, on appelle ça des tirs, la biopsie à l'aiguille. Lorsqu'on fait la biopsie à l'aiguille pour enlever des carottes de prostate, il faut jusqu'à 12 carottes de prostate pour avoir un diagnostic sûr, certain. Et ponctionner, vous connaissez les conséquences? Renseignez-vous. Et on se contente d'une petite opération, on envoie chez l'anatomopathologiste qui raconte aussi sa vie. Et on te dit, tu as un cancer de la prostate,
et qu'on a vu à un stade précoce parce que c'est encapsulé, ce n'est pas sorti de la capsule. Donc, si on te fait ci, on te fait ça. Parce que déjà, avec le PSA qui est élevé, qui n'a aucun sens, aucun, on te terrorise, on te fait des yeux qui te font voir l'enfer à côté et tu commences par faire le parkinsonien et tout ce qu'on te dit, tu suis comme un mouton. On te terrorise et puis tu suis après comme un mouton. Pour faire le pire qui va te tuer, qui va te mettre dans un état pire que la maladie cancéreuse qui te tuerait. Et peut-être cette maladie n'aura même pas le temps de te tuer avant que d'autres choses te tuent. Vous voyez un peu? C'est exactement le même problème avec la mammographie et le cancer du sein. Je vous ai dit que les deux, c'est pareil. On nous mène en bateau. Alors que pour le sein, il faut laisser les femmes allaiter leur truc. Et puis que le gros bébé aussi continue à téter. Pour nous, il faut vider, excusez-moi, vider entre griffes. Naturellement. Docteur. Oui. Il y a un auditeur qui est monté, on va lui donner la parole si vous le voulez bien. Allez-y. Je vais faire intervenir le docteur Charles-Henri Aïnadou après, parce qu'il y a une partie, quand je vais finir de faire le développement, vous allez voir qu'au lieu de faire le dépistage, il vaut mieux courir vers ce pharmacien-là, ce génie de pharmacien. Oui. Alors, monsieur ou madame Amazon, est-ce que vous pouvez... C'est monsieur. Ah, c'est monsieur. Voilà. C'est monsieur. Allez-y. Oui. Salut docteur, salut monsieur Eric. Et d'abord, pour vous remercier de tout ce que vous faites, même si on vous récompense par l'argent, ça ne suffirait pas. Donc, ce que nous allons dire, c'est de prier à ce que cette émission continue pour qu'on en bénéficie, parce que c'est grand et je sais bien ce que je dis. Donc, pour les autres auditeurs, je nous en prie, ce qui sort de la bouche du docteur, ayons le bon sens de prendre ça au sérieux. C'est très important. Il n'y a pas plus sérieux que cela. Maintenant, ma question, docteur, vous venez de dire que il faut vider, pour nous les hommes, il faut vider la prostate de ce liquide. Oui. Et en même temps, cela va nous faire du bien. Donc, en même temps, vous dites que si on fait la masturbation, ça fait augmenter le PSA. Donc, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien. Si vous pouvez nous expliquer cela, puisque si le PSA augmente, c'est du négatif. Ce n'est pas bon. Donc, celui qui ne pourra pas, comment est-ce qu'on va vider le contenu sans courir ce risque d'augmenter le PSA? C'est ma question. Je vous remercie. Oui, vider le contenu, c'est faire le sexe, véritablement. Parce que la masturbation, la façon dont ça se fait souvent, fait que ce n'est pas dans les mêmes conditions, on ne va pas détailler ça, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions et autres. Il y a des contraintes, d'autres façons de faire qui font que la prostate est obligée de se gonfler plusieurs fois avant que le liquide ne passe parce que vous n'êtes pas dans les conditions d'une lubrification vaginale et autres. Excusez-moi d'en parler comme ça. Il faut faire le sexe. D'accord, c'est compris. Donc, la masturbation n'est pas conseillée. Bien que ça fait vider le contenu, mais les conditions dans lesquelles ça se fait, eh bien, ce n'est pas conseillé. Voilà, merci. Vous avez compris. Merci beaucoup. Vous avez compris. Beaucoup, docteur. Je ne parle pas de religion, je parle de science. Et vous avez compris. Bien sûr, docteur. Merci beaucoup. Merci. Eric, je vous salue. Je vous salue aussi, monsieur Amazon. Oui. J'ai reconnu la voix. Ok, merci beaucoup. Je suis en bas. D'accord, très bien. Merci.
Alors, docteur, peut-être qu'on va pas aller sur les solutions en même temps. Mhm. Mais attendez, si le PSA augmente, ça veut dire qu'il suffit de faire, enfin, de vider, puis ça revient au normal, à De normal. faire baisser le PSA. C'est la solution. Donc, même, il ne faut même pas laisser le temps au PSA de monter. Puisque le dépistage, c'est pour éviter que les gens aient le problème. Alors qu'il y a la solution naturelle. Comme on vous dit, pour les femmes, il faut téter. Pour l'homme, vous comprenez. Maintenant, quand par hasard, les conditions ne te permettent pas de vider régulièrement parce que vous n'êtes pas ensemble, parce que, il faudra utiliser des moyens, comme les moyens du professeur Koglevi, des trucs qui sont faits que tu vas boire de temps en temps, qui le baissent, ou bien l'antéproste du docteur Henri Charles Aïnadou. On en vient tout à l'heure parce que il y a un côté du développement que je vais faire qui va vous montrer clairement que le dépistage n'étant pas la peine, mais lorsqu'il venait à être confirmé que vous avez un PSA élevé, c'est traumatisant. La peur de tout, il y a une façon de faire. Et c'est pour ces gens-là que je vais proposer la solution en faisant entrer le docteur Henri Charles Aïnadou pour nous en parler. Vous voyez, le dépistage, vous comprenez que ce n'est pas la peine d'en faire. Ce n'est pas la peine. Ils n'ont pas la preuve du diagnostic. Le test qui est fait n'est pas fiable. Maintenant, non seulement ce n'est pas fiable, il n'y a pas de traitement. Lorsque c'est confirmé, avéré, il n'y a pas de traitement. Le reste, qu'on dit aux gens qu'on a guéri et autres, c'est des histoires et c'est du n'importe quoi. Non, L'hormonothérapie, les gens ne s'imaginent pas. La chimiothérapie, l'hormonothérapie, tout ce qu'on vous dit, thérapie. Si vous voyez ceux qu'on soumet à ça, leur vie, leur souffrance, tout ce qui est après, même si la personne accepte d'être castrée pour gagner des jours, mais vous n'imaginez pas ces souffrances. Alors que c'est pour de faux diagnostics qu'on soumet des gens à des tortures comme ça. Je vous dis, les conséquences d'une biopsie suffisent pour tuer un patient. Rien que les conséquences d'une biopsie. Malgré l'amélioration vendue et tout, vous n'imaginez pas. Pourquoi faire tout ça lorsqu'aucune vie n'est sauvée? On sauve des vies dans la bouche, dans l'illusion, en trompant les gens. Mais dans la réalité, aucune vie n'est sauvée. Aucune. Y a-t-il certaines questions? Parce que je vais aborder le cas où la personne fait malgré tout le PSA et on lui dit c'est élevé dans la peur et qu'on sort, quelle devait être son attitude? On lui propose des solutions. Quelle devait être son attitude? C'est là où on va voir. Parce que je vous dis, hein, les conséquences des biopsies, des traitements, c'est pire que la maladie elle-même si elle venait par vous accabler, vous tuer. Les rares qui sont morts de ça, si vous les voyez, vous comprenez ce que je dis. Je ne peux pas, en tant que médecin, venir m'asseoir ici pour vous raconter ces choses-là sans avoir fait l'inventaire détaillé avec des dossiers à l'appui pour venir vous raconter ça. Mais je vous dis, le reste de ceci guéri, de ceci, c'est blablabla. C'est pour ça, comme dans le cas du cancer du sein, on parle de tumeur indolente. Parce qu'il y a des gens, ils vont aller jusqu'à mourir sans savoir qu'ils ont un cancer de la prostate. Parce que ça ne va pas les tuer. alors,
Il y a un auditeur qui vous remercie parce qu'il dit après l'opération, le patient devient impuissant. Alors, comment faire pour que la personne revit? Je crois que c'est ce qu'il est écrit parce que la phrase n'est pas terminée. Mais avant peut-être de répondre à cette question, on a monté un auditeur. Monsieur Kolaole, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Vous posez votre question. Monsieur Kolaole, vous êtes là? Monsieur Kilou ou Madame Kilou, je ne sais pas. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, Bonsoir, allez-y. madame. Bonsoir. Merci à vous pour la qualité de votre intervention. Docteur, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a un lien il y aurait un lien entre l'hypercalcémie ou la formation de cristaux de calcium au niveau de la prostate et l'adénome? La question peut-être n'est pas très bien posée, c'est-à-dire que vous voulez dire si l'adénome de la prostate peut induire une hypercalcémie, c'est ça ce que vous Non, voulez c'est dire? là, plutôt l'inverse. C'est-à-dire si l'hypercalcémie peut induire Oui, un adénome. oui. Donc une hypercalcémie peut entraîner lorsqu'il y a des tumeurs, une tumeur au niveau de la prostate, l'hypercalcémie peut faire que la tumeur se calcifie, mais une tumeur calcifiée n'est pas dangereux pour le patient. C'est comme un fibrome calcifié. J'avais entendu une fois le terme de prostate pierreuse. Oui, ça dit pierreuse, ça veut dire qu'il y a une tumeur, mais quand c'est calcifié, en dehors de l'inconfort que cela va, ça n'occasionne, c'est-à-dire c'est pris en pierre, c'est-à-dire c'est devenu solide, comme un os. Donc, Vous voyez ce que je veux dire? oui, l'hypercalcémie pourrait être un facteur aggravant? Oui, aggravant, pas exactement. Pas exactement. Parce que vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Le cancer de la prostate, le vrai cancer de la prostate, est très ostéophile, c'est-à-dire ça agit facilement sur les os. C'est d'ailleurs pourquoi moi, dans ma vie, il y a des gens qui avaient des douleurs de la clavicule. C'est à partir de ça que j'ai découvert qu'ils avaient un cancer de la prostate. Ils avaient une douleur de la clavicule. C'est chaque fois qu'il met un sac en bandoulière, il a une douleur vive, comme si l'os s'est cassé. Étant d'un certain âge, c'était un prêtre d'ailleurs, étant d'un certain âge, je vous parle de 92, il a déjà vu plein de médecins qui lui disent non, c'est les parasites, c'est ceci, c'est cela. Et quand il m'a vu, tel que moi je l'ai vu souffrir, et quand il m'a décrit la chose, j'ai demandé tout juste, en ce temps, ne sachant pas que le PSA peut me tromper, j'ai demandé le PSA et puis la suite, on a découvert son cancer encapsulé. Donc, le cancer de la prostate est très ostéophile. Ostéophile, ça veut dire que ça pompe du calcium de l'os et c'est pour ça que quand les gens vont faire des métastases de cancer de la prostate, vous voyez des trous dans l'os, dans les os. Des géodes osseuses. Des géodes. En fait, c'est un mécanisme de tampon. Les techniques pour embrouiller, c'est des trous. Les géodes, c'est des trous, tout simplement. En fait, le calcium est utilisé pour un effet tampon quand il y a de l'acidité. Ah, vous êtes du domaine, vous connaissez parce que le calcium est alcalinisant. C'est très alcalinisant. Donc, l'acidité étant la cause de tous les problèmes, le calcium est utilisé comme tampon. Voilà, vous avez compris. Et l'os se décalcifie. Vous avez tout compris. C'est pour ça que souvent on fait on pique des calcémies dans les bilans des gens qui sont suivis pour le cancer. Vous avez compris, vous avez tout compris.